Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre, ou en tous les cas, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette grande semaine ici de l'élevage, le saut d'obstacle basson plein. De temps en temps, vous allez voir quelques chevaux passer derrière, ça sera en toile de fond. La Société hippique française qui organise ces grandes semaines de l'élevage, on est en pleine finale, c'est la finale des 4 ans. Les plus jeunes compétiteurs sont en train de courir, et puis bien nous, on va profiter du fait qu'ils soient déjà en compétition pour avoir donc le plaisir, grâce à Boehringer Ingelheim, le laboratoire que vous connaissez fort bien, pour vous accompagner peut-être dans votre quotidien, de les mettre un petit peu à contribution pour vous offrir les équis-rencontres qui nous permettent justement de vivre ensemble au rythme, là encore une fois, de pathologies auxquelles on peut être confronté. Si vous étiez des nôtres tout à l'heure à 15 heures, on a parlé des ulcères. Là, on va parler plutôt de l'articulation et l'ostéochondrose d'ailleurs, qui touche nombre de chevaux, et bien plus qu'on peut imaginer en tous les cas. Alors, pour vous parler justement de ce sujet, honneur aux dames, puisque j'ai la chance d'avoir à ma droite celle qui a une double casquette, ou casquette de temps en temps lorsque vous êtes dans les prés auprès de vos chevaux en tant qu'éleveur, et en même temps que cavalière, vous aussi, puisque vous êtes compétitrice. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia Maillet, donc vous êtes éleveur et donc compétitrice, et ici à la Grande Semaine, c'est pas votre première ici, hein? Non, je les compte plus, on va dire. Allez, on arrête de toute façon. Maman, éleveur et puis passionnée de ce sport. Et j'ai la chance d'avoir donc à vos côtés, donc à votre droite, Yves, qui est aussi éleveur d'ailleurs et docteur vétérinaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yves, et puis revenu en tous les cas. Et puis celui qui va avoir la lourde tâche de faire défiler ces différents slides pour qu'on ait la possibilité justement de comprendre un petit peu mieux comment tout cela, sans faire de vilains jeux de mots, s'articule. Ça va être donc le plaisir d'avoir le docteur Simon Lang. Bonjour docteur. Bonjour. Alors on y va, on est parti maintenant pour ce sujet, comment dire, articuleux en tous les cas, qui touche un petit peu plus de monde qu'on peut imaginer. Effectivement. Bonjour à tous, merci pour cette audience. Et du coup, l'idée, je vais vous parler rapidement, environ une dizaine de minutes, et puis après, ce sera l'occasion d'échanger ensemble à ce sujet. Je vais vous parler d'ostéochondrose, qui concerne notamment les chevaux de sport et surtout les jeunes chevaux de sport. Je vais vous parler de la pathologie, de savoir de quoi on parle, du diagnostic, des facteurs prédisposants, la prise en charge, comment on peut essayer de jouer sur la prévention, et puis après, ça sera l'occasion éventuellement de questions-réponses à ce sujet. Concernant l'introduction, alors on parle souvent d'OCD. OCD, c'est l'acronyme, ça veut dire ostéochondrose et le D pour disséquante. Et c'est une affection qui est ostéochondrale et qui est considérée comme juvénile. C'est un vaste terme, un terme un peu compliqué, mais voilà, c'est un problème de cicatrisation, de maturation, des cellules cartilagineuses au moment de la croissance du jeune cheval. C'est pas un phénomène qui est inflammatoire, c'est pas un phénomène qui est infectieux, c'est vraiment un problème de maturation de ces cellules cartilagineuses dans la croissance. C'est souvent une cause de contre-performance, ou en tout cas une cause de beaucoup de questionnements pour les éleveurs, pour les jeunes chevaux. On se demande un peu qu'est-ce qu'on va en faire, et je vais essayer d'y répondre sommairement lors de cette présentation. Ce défaut de maturation, il vient souvent de contraintes biomécaniques qui sont sur un squelette qui est immature. C'est un jeune cheval qui va avoir beaucoup de poids sur un squelette qui est immature, qui n'est pas encore consolidé, qui n'est pas encore vraiment mature, adulte. Souvent, on a ce qu'on appelle la forme disséquante, donc c'est le D de cette OCD, et qui constitue un détachement d'un morceau de cartilage qui est ossifié ou qui va s'ossifier dans l'articulation. Et c'est ce qu'on peut voir notamment par exemple au niveau des radios. La deuxième forme de cette ostéochondrose, c'est l'ostéochondrose kystique, qui va plutôt lui donner un kyste dans l'os et qui sera aussi l'occasion de traitements bien spécifiques. En termes de diagnostic, il faut garder malgré tout en tête que le plus souvent, c'est sans signe clinique ou léger. Les OCD, c'est quelque chose qu'on connaît en tant que cavalier, qu'on connaît en tant que vétérinaire, qu'on connaît en tant qu'éleveur. Souvent, c'est quand même malgré tout diagnostiqué au moment d'un bilan orthopédique, au moment où on va faire un check-up d'un jeune cheval, et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte de l'absence ou pas, ou la présence d'OCD, donc d'ostéochondrose. Parfois, cependant, ça peut être clinique, et globalement, à quoi on s'attend, c'est un gonflement articulaire qu'on appelle une mollette classiquement, ou encore une synovite, donc une inflammation réponse au niveau de la synovite, donc de l'articulation. Parfois des tests de flexion qui vont être positifs, et parfois, pour certains qui sont assez importants, des OCD assez conséquents, ça peut aller jusqu'à de la boiterie. Forcément, l'impact va être variable en fonction de la localisation. Est-ce que ça gêne ou pas dans la locomotion? Est-ce que ça gêne ou pas dans le fonctionnement mécanique de l'articulation?
de la localisation, et aussi on va se poser la question du devenir de ce jeune cheval ou de ce grand poulain. Ici, plutôt à destination sportive, donc du coup, on va avoir une autre considération par rapport à ça. Le diagnostic passe du coup par ce bilan orthopédique, parce qu'on a des signaux d'appel ou par contrôle, et ce bilan OCD se fait globalement entre 18 à 24 mois. Attention à ne pas le faire trop tôt, parce qu'on est dans cette phase de maturation du squelette, d'ossification, donc on peut avoir des modifications. Et un diagnostic d'OCD à un jeune âge peut être évolutif et finalement être auto-résolvatif jusqu'à 18 ou 24 mois plus tard. Généralement, c'est des protocoles qui sont standardisés. On va faire entre 10 et 40 clichés radio selon la race, selon la valeur forcément du produit. Et on a des sites préférentiels au niveau du jarret, du grassé et du boulet. C'est vraiment les sites préférentiels au niveau de l'OCD. Là, on s'attend à retrouver de l'OCD. Souvent, c'est quelque chose qui est bilatéral, donc ça va concerner les deux boulets, les deux grassés. Et comme je vous ai dit, parfois, c'est pour ça que j'ai un petit clin d'œil en bas, attention au diagnostic précoce, parce qu'avec un peu de chance, parfois ça peut bien évoluer dans le bon sens. Il y a une étude du professeur Denoy qui est le directeur du centre du CIRAL en Normandie, et qui avait fait une étude où il avait fait des radiographies à 6 mois. Et à 6 mois, on avait 40% de ces lésions qui étaient visibles à 6 mois qui avaient disparu à 18 mois. Donc ça, c'est plutôt quand ça va dans le bon sens. Donc c'est aussi pour ça que le diagnostic a entre 18 et 24 mois, attendre le bon moment avant de le faire. Et du côté un peu négatif de la chose, c'est qu'à ces 18 mois, on avait 38% de ces lésions qui étaient des néo-lésions, des nouvelles lésions. Donc presque 1 sur 2 qui disparaît et 1 sur 3 qui apparaît. Donc on est malgré tout plutôt dans le fait d'attendre est quand même bénéfique pour ne pas s'alarmer trop vite. Ici, ce n'est pas forcément très visible, mais si on zoome un peu, on va voir que on a des radiographies d'un grassé de 6 mois à 18 mois. Et ici, entre les deux lignes, vous avez une fente qui est vraiment une lésion d'ostéochondrose, qui pourrait être diagnostiquée comme une lésion d'ostéochondrose à 6 mois. Et lorsqu'on a fait l'évolution et on a regardé le même cheval dans les mêmes conditions, le but est aussi de faire la même radiographie vraiment dans le même angle, etc. pour vraiment comparer. Bon, ça, au CIRAL, ils savent très bien faire. On sait qu'à 18 mois, on n'avait plus rien. Donc c'est un exemple pour vous dire que voilà, ne pas s'alarmer trop vite malgré tout. Alors, on peut aussi éventuellement faire des échographies. Et on se pose la question du rôle de l'échographie dans cette détection. Pour moi, l'échographie est un bon complément de la radiographie. C'est pas mal utilisé en pratique. Il y a des protocoles qui existent, qui sont mis en place. Ça manque un petit peu de preuves scientifiques pour vraiment aller au bout du diagnostic. On garde quand même la radiographie en première intention et c'est vraiment l'examen de référence. Et éventuellement, on peut le compléter avec des échographies pour suivre l'évolution, etc. par exemple. Concernant les facteurs de risque, on a déjà la génétique. On sait qu'en fonction des lignées génétiques, il y a des races notamment qui sont plus sujets à faire des ostéochondroses. Les trotteurs français, les pur sang, les 7 français sont sujets plus que d'autres races à des OCD. On sait aussi qu'on a une notion de transmission et de matériel génétique qu'on hérite, donc cet aspect héréditaire. On sait que si les parents ont eu des OCD, même retirés chirurgicalement, ils ont quand même un terrain propice à ça. On sait que la descendance est un risque accru d'avoir ces OCD. L'alimentation va jouer un rôle important, les apports alimentaires au niveau de la gestation, de la mère et au niveau du poulain. L'activité physique, il faut garder en tête que souvent l'OCD, donc l'ostéochondrose, c'est lié à un stress articulaire, à une surexposition, un stress accru trop important sur un squelette qui est immature. Donc cette notion de stress articulaire, activité physique appropriée. Et la conformation des membres, parce que du coup, de là va dérouler le stress articulaire, parce que s'il y a une conformation qui n'est pas optimale, le stress va être supérieur par rapport à ce qui serait sur des aplombs parfaits. Et après, il y a d'autres facteurs, etc., mais c'est plus sur l'alimentation, sur la gestion au quotidien. En termes de traitement, et là, on va avoir une première distinction, c'est on peut faire un traitement, ce qu'on appelle conservateur. Donc c'est plutôt, on a tendance à pas trop y toucher. Et ça, c'est plutôt pour des chevaux qui sont non destinés à une activité sportive. C'est des chevaux pour lesquels ça ne va pas être très, très problématique. Ça va être des chevaux de loisirs, des chevaux qui sont
à l'arrière de la maison, sans aucune... voilà, mais des chevaux qui n'ont pas forcément de grande activité, de grandes ambitions sportives. Pour cela, on va plutôt avoir un traitement conservateur pour ne pas aller dans un traitement chirurgical qu'on verra juste après. Ça peut être aussi parce que le propriétaire ne veut pas aller en chirurgie pour X ou Y raison. Et là, on va s'intéresser à cette évolution. Le traitement conservateur peut être seulement d'attendre, parce que si le bilan a été fait à 18 mois, on peut se dire on va refaire un bilan à 24 mois. Si ça se trouve, le fait de ne pas y toucher, et on va être en ce côté auto-résolvant. Et ça peut aussi être choisi si on a un fragment qui est en dehors de l'articulation, qui ne gêne pas du tout la locomotion. Un petit fragment, un fragment qui est éloigné, finalement, il ne va pas gêner dans la biomécanique, et du coup, on va le laisser. Ce qu'on peut mettre dans ces catégories de traitement conservateur, ça va être tout ce qui va être anti-inflammatoire, parce que si on a une synovite, si on a une molette, on peut mettre des AINS, des anti-inflammatoires. Tout ce qui va être repos et de l'infiltration avec différentes solutions. Et pourquoi pas, on en parlera un peu plus après, l'utilisation de cellules souches, qui est quelque chose qui a tendance à se développer en médecine équine, en médecine sportive. On en parle de plus en plus et à raison, parce qu'il y a un vrai intérêt à utiliser ça. En ce qui concerne l'autre pan, donc c'est soit conservateur, soit par opposition le traitement interventionniste, le traitement chirurgical. Forcément, on est souvent sous anesthésie générale parce qu'on va intervenir dans une articulation sur un jeune cheval. Donc, bien souvent, le chirurgien aime être au calme sur un cheval qui ne va pas bouger. Et c'est ce qu'on appelle une arthroscopie. Là, on aura plusieurs techniques en fonction de la localisation, en fonction de l'importance, de la taille du fragment. Bien souvent, c'est un retrait du fragment chirurgical simple. Donc on ouvre, on va dans l'articulation avec la petite caméra, une arthroscopie, on voit le fragment, on le retire avec une pince. Et voilà l'intervention. Parfois, et notamment pour tout ce qui va être plutôt la forme donc OCD disséquante avec un fragment qui se balade, l'autre forme, la forme kystique, là le traitement va plutôt être ça peut être un curetage chirurgical. On va dans l'articulation et le chirurgien va racler l'intérieur de ce kyste pour favoriser l'ossification de cet endroit-là. On peut mettre aussi des vis sur des kystes, ça marche très bien. C'est des vis qui sont vissées justement pour faire un noyau d'ossification au centre de cette vis et l'os va se former autour et va diminuer, faire disparaître ce kyste. Dans l'une ou l'autre, soit après un retrait de fragment, soit après un curetage ou une mise en place de vis, on peut utiliser encore une fois les cellules souches. Les cellules souches, le but des cellules souches en deux mots, c'est des cellules souches qu'on a tous en nous, qui sont là pour réparer un dégât, une lésion. Demain, on tombe, on se coupe, on a une plaie, on a des cellules souches qui sont là pour réparer des petits bras, pour réparer nos fragments. Là, l'intérêt, d'ajouter des cellules souches à cet endroit, c'est de se dire, OK, par exemple, on a un jeune cheval et lors de l'arthroscopie, le chirurgien va voir par examen visuel de la caméra, se dire, OK, la surface cartilagineuse est très abîmée. C'est un cheval qui a de la valeur, c'est un cheval qui a un fort potentiel, c'est un cheval où on a vraiment envie de mettre au maximum. Et ben on peut se dire, OK, on va retirer le fragment, retirer la source de ces lésions cartilagineuses, parce que le cartilage, il faut l'imaginer qu'il va se balader et qu'il va à chaque fois taper sur ce cartilage, l'abîmer. Et quand on a le cartilage qui est trop abîmé, on a l'os qui est mis à nu, et c'est là où on a une boiterie, où ça devient douloureux. Donc c'est vraiment ce côté pari sur l'avenir, optimiser les chances, maximiser le potentiel du cheval en se disant, OK, on va retirer ce qui cause les lésions, et après on peut éventuellement mettre des cellules souches pour essayer de faire cicatriser ce cartilage, réparer les lésions existantes. Et après on va laver l'articulation, refermer, et après c'est un soin post-op, et après le cheval peut reprendre son activité. Donc ce côté, voilà, on solutionne le problème, et éventuellement on met toutes les chances de notre côté en ajoutant des cellules souches. En termes de prévention, ce qui va nous intéresser notamment pour toute la filière d'élevage, il y a cette notion d'alimentation. Entre 6 et 12 mois, on recommande d'un point de vue spécifiquement à ces OCD et puis pour d'autres raisons, 6 unités fourragères par jour et avec un rapport protéino-fourrager de 100 à 120 grammes de matière azotée par unité fourragère, pour un total d'environ 600 grammes par jour par poulain. Après, vous avez d'autres rapports, les rapports calcium-phosphate de 1,5 à 1,8, le rapport de zinc sur le cuivre. Voilà, vous avez tous ces rapports qui sont un peu techniques, mais voilà, c'est des choses qui sont toujours intéressantes de vérifier la qualité de nos fourrages, vérifier les apports, complémenter, etc., pour vraiment optimiser, parce que l'alimentation de ce jeune poulain dans ces phases va être prometteur, ou en tout cas va être important pour l'ossification de son squelette, et donc ou pas l'apparition d'OCD.
cet aspect génétique, déjà établir le statut des parents, parce que parfois, quand on a une chirurgie, on n'a plus de fragments. Est-ce qu'il y a eu des fragments qui ont été retirés, connaître leur statut, savoir ce qui le passé, et déterminer le risque. C'est pas parce que ça augmente les risques, c'est pas parce que vous avez 2 parents qui ont eu des OCD que les produits vont avoir des OCD, mais en tout cas, ça augmente le risque. Est-ce que c'est un risque qu'on veut prendre? Est-ce que voilà, mais de savoir, d'anticiper tout ça. L'impact de l'environnement, limiter l'exercice, ou en tout cas d'avoir un exercice qui soit adapté. On sait qu'on a une alternance trop fréquente de stabulation en prairie parce que les poulains peuvent être parfois un peu débiles lors de la mise aux prairies. Et du coup, parfois, on aura tendance à les laisser plus longtemps pour se dire, bah voilà, ils vont se calmer, ils vont avoir l'habitude d'être dehors, plutôt que d'avoir cette alternance stabulation prairie trop fréquente. Et du coup, je vais conclure là-dessus pour vous donner 2-3 infos. On parle de 95% d'un squelette ossifié qui va supporter 90% de poids adulte. Donc du coup, ce rapport, c'est quand même un poulain, c'est quand même avec des grandes pattes, c'est quand même un gros squelette sur quelque chose qui n'est pas complètement ossifié. Bien souvent, et pour vous rassurer que le pronostic sportif, il est très bon, on est à plus de 90% de pronostic sportif favorable après chirurgie. Donc c'est souvent un impair, un accro, mais finalement on s'y fait bien. Et une fois la solution rétablie, ça va bien. Que le diagnostic doit être précoce, mais pas trop précoce, parce qu'on va attendre ces 18-24 mois avant de s'alarmer. Et que le suivi est important. Et que la situation, à l'instant T, n'est pas forcément celle qu'on va avoir à 24 mois. Et que dans ces facteurs, on a l'alimentation du poulain, avoir une bonne ration. Donc, ça sera peut-être l'occasion d'un jour de parler vraiment alimentation du poulain. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais avoir une bonne alimentation avec les bons rapports. Il y a pas mal de choses. L'IFCE travaille dessus avec des super dossiers pour les éleveurs. C'est super intéressant. L'aspect génétique, est-ce que les parents sont de lignée dite à OCD ou pas? Mais en tout cas, de le savoir et de faire l'état des lieux des risques. Et la gestion de cet exercice. Et enfin, le diagnostic avant de savoir tel traitement. Est-ce qu'on intervient chirurgicalement ou pas? Oui, j'allais presque rebondir un petit peu là-dessus. Est-ce qu'on intervient justement en termes de chirurgie? Parce que je vais parler à nos 2 vétérinaires. C'est peut-être quelque chose que vous avez eu l'occasion d'ailleurs, sur lequel vous avez eu l'occasion de travailler en chirurgie. C'est un coût, j'imagine? Oui, c'est un coût significatif. On opère, je pense, actuellement en excès. C'est-à-dire qu'on fait des diagnostics. Alors chez les chevaux de sport, on est plutôt entre 2 et 3 ans, effectivement. Et on trouve quand même fréquemment, maintenant qu'on les cherche, on trouve fréquemment des OCD. Et c'est vraiment un frein au commerce. Il y a un petit peu un lobbying sur l'OCD. Et donc, l'éleveur, s'il veut vendre correctement son cheval, a tendance à le faire opérer avant de le mettre en vente. Donc, on enlève tous les OCD. Et comme on l'a vu, il y a certains OCD qui ne feront jamais boiter, mais qui sont présents sur la radio. Et en fonction de l'analyse que l'on fait des radios, ça met une petite réserve parce que voilà, on n'est jamais sûr du pronostic. Oui. Vous êtes obligé de mettre une réserve, d'où vous en tant que vétérinaire, en disant elle est là. On est obligé de le signaler. On a un devoir d'information. Et la suite de l'information est plus ou moins interprétée et fait plus ou moins peur. Et on a un rôle tellement important là-dessus, mais on n'a pas d'autres moyens de le faire pour l'instant. On n'a pas assez, on a un peu de recul. On commence à savoir un OCD plantaire sur un boulet, c'est pas d'un bon pronostic. Un petit OCD dorsal, on pourrait passer dessus, ça a un bon pronostic sans opération. Sauf qu'on est obligé de noter qu'il y a un OCD dorsal. Et dès qu'on a mis OCD sur une feuille de visite d'achat, ça fait réfléchir. Donc on a ce rôle un peu négatif et auquel on n'a pas vraiment de solution pour l'instant. On vous a vu justement acquiescer, Laetitia, c'est quelque chose auquel vous avez été, je suppose en tant qu'éleveur, là aussi, confronté lors de la vente d'un cheval, en se disant, on a des OCD, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça nous arrive fréquemment. On essaye de faire un bilan avant d'arriver à la visite d'achat, déjà, donc par prévention, comme beaucoup d'éleveurs. Donc nous, c'est souvent les chevaux qui arrivent à 3 ans pour entrer au travail. Je demande à mes propriétaires de faire un bilan pour savoir où on va, déjà commercialement, et même sportivement, parce que ça peut être aussi une gêne pour le cheval qui va se décaler ou qui va avoir une molette et qui va être moins performant dans la saison. Et après, généralement, au plus tard, on fait le bilan fin de 4 ans pour faire opérer, pour être vraiment tranquille pour la suite. Justement, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a des terrains, est-ce qu'il y a une partie du cheval qui est plus souvent soumise justement à des OCD que d'autres? On les trouve à quel endroit principalement? En fréquence, il semble que le jarret soit le plus fréquent. Et après, grasset et boulet, c'est vraiment les articulations les plus fréquentes sur lesquelles on en trouve fréquemment.
Et celles qui sont peut-être aussi les plus délicates, c'est-à-dire celles qui sont soumises à se dire, en termes d'interprétation, qu'est-ce qu'on fait? On l'opère ou pas? Oui, alors actuellement, on a tendance à opérer parce qu'on veut améliorer le pronostic sportif certain et améliorer la vente le jour où il sera performeur. Donc on le fait avant qu'il rentre en compétition et c'est souvent un bilan qu'on fait effectivement avant de les mettre au travail parce que c'est un investissement significatif. Donc si on veut le faire, c'est pour vendre quand même derrière et si on veut vendre, c'est mieux qu'il ait un bon bilan radio. Oui, c'est un peu ça. Hein. Et sur les chevaux, il y a ajouté... Et c'est souvent, effectivement, on va presque traiter une radio. Parce que souvent, le cheval est non boiteux, pas encore au travail. Enfin voilà, on est vraiment dans le principe de précaution. Qui, finalement, on le fait bien. Enfin voilà, c'est pas les chirurgies qui sont faites à tort. Mais on est quand même vraiment dans le précoce de la chose. Ce que vous voyez peut-être en tant que vétérinaire, justement, on parlait de la prévention, ou peut-être même, sans parler de pose de diagnostic tout de suite, parce qu'il faut vraiment un bilan radio pour l'avoir ou enfin actuellement, on a 90% des OCD qui sont diagnostiqués en bilan radio de prévente. On a assez peu d'OCD diagnostiqués en visite. Ça arrive encore en boiterie, mais on en a très peu. D'où l'excès certainement d'intervention par rapport à ça. Et puis vous, dans votre programme pour le cheval, hein, quand vous avez traité un cheval, alors vous disiez tout à l'heure au niveau du commerce, mais même au niveau de la monte, est-ce que cheval qui a été traité, est-ce que justement on va le priver un petit peu de compétition, le traitement, parce qu'on a parlé justement de l'intervention, mais ça bloque le cheval pendant combien de temps du coup? En préventif, en gros 2 mois. La cicatrisation est assez rapide. Il faut un petit peu de repos après l'intervention, puis après une remise douce au travail, un contrôle à 2 mois, 2 mois et demi après l'intervention, et après il prend une carrière normale si on était intervenu en préventif. En curatif, c'est différent. C'est un peu plus long. Ce qui vous est peut-être arrivé déjà d'avoir un cheval qui était vraiment sur lequel il a fallu avoir une grosse intervention, ou alors ça s'est fait suffisamment à temps pour que ça se fasse assez rapidement? Alors, généralement, on essaye de faire ça avant l'hiver, justement, pour qu'il puisse avoir ces 2 mois d'arrêt et reprendre progressivement. Après, pendant une saison, on a déjà eu le cas où le cheval a eu une molette et donc il n'avait pas eu encore de radio, donc on a soupçonné un OCD. À ce moment-là, c'est compliqué parce qu'on ne va pas arrêter la saison non plus. Après, on veut quand même aller finir la saison, mais le cheval est moins performant. Donc c'est pour ça que généralement on essaye entre septembre, octobre faire les bilans radio pour être tranquille et pas avoir de mauvaises surprises par la suite pendant la saison de concours, quoi. Oui, d'où l'aspect prévention. Alors est-ce qu'en termes préventifs, on a vu tout à l'heure avec les ulcères, il y avait plusieurs possibilités. Est-ce que là, l'OCD, on peut s'en prémunir? C'est assez compliqué. Parce que on a compris que c'était c'est du cartilage. Hein, oui, c'est la formation pendant la croissance. Et les directives qui ont été dites, entre guillemets, sont bonnes, mais il faut un exercice régulier. Sans trop peu. Il faut une croissance régulière, sans trop peu. Il faut éviter les excès de protéines dans la nourriture parce qu'en fait, on fait un squelette qui est très souple et il s'ossifie progressivement. Et si on a des traumatismes avant cette bonne ossification, on a des lésions de type OCD. Juste pour ajouter, dans l'ostéochondrose, le diagnostic des kystes est quand même d'un mauvais pronostic. Contrairement aux autres OCD où on a un bon effet préventif, quand on découvre des kystes, c'est compliqué, le pronostic n'est pas très bon et le traitement est plus long. Mais on peut guérir aussi. Plus long, plus lourd, plus coûteux, c'est à peu près. Et plus compliqué, c'est ça? Et plus compliqué, oui. L'intervention est beaucoup plus lourde. Bon, est-ce que pour vous tous, chers amis qui êtes derrière les caméras, si vous avez des questions, c'est l'occasion. Ah, on en a une, on va vous passer un micro. Si possible, merci infiniment. Bonjour madame. Bonjour. Moi je voudrais savoir si par exemple on a notre jeune cheval de 3 ans qui a de l'OCD, on l'a fait opérer, tout va bien. Est-ce qu'on se doit de le signaler après lors d'une vente comme quoi il a été opéré? Ah oui, bonne question. Oui, bien sûr. On doit rien cacher quand on vend, c'est le principe d'une vente. Sinon, on peut vous le reprocher si un jour on découvre que... Alors, c'est compliqué. Parce que c'est pas un vice caché, pour le coup, puisqu'il y avait ça et ça a été traité. Ça a été traité, mais alors déjà, souvent, il y a une petite image radio, parce que l'image disparaît. On n'a plus l'OCD, mais on a l'empreinte de l'OCD qui est visible. Quelquefois, l'encoche. Donc, normalement, quand on fait votre bilan, on vous dit, tiens, il n'y a pas eu un petit problème. Mais non, il y a un devoir d'information, oui, c'est évident. Et de notre part aussi, d'ailleurs.
Alors, il faudrait demander à l'avocat avec Alors là, précision, mais juridiquement, je pense que oui. S'arranger de la réalité. Oui, oui, Oui. oui. Je dirais oui, mais il faudrait confirmation. Hein. D'où l'intérêt, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure de l'intervention, vous le disiez dans votre présentation, si je me souviens bien, de ne pas trop s'alarmer vite pour éviter l'intervention, peut-être laisser faire le naturel pour que ça parte naturellement ou qu'il puisse vivre avec, je ne sais pas. Je te laisserai répondre, mais oui ou non. Et pour compléter, c'est un très bon pronostic quand c'est opéré tôt. On a une bonne cicatrisation et généralement, on n'a plus de problème durant la vie sportive du cheval. Donc, de l'indiquer, il y a plus d'intérêt à l'indiquer que de ne pas l'indiquer. Parce qu'une fois que vous l'avez indiqué, vous n'aurez pas de recours contre vous s'il a accepté l'achat. Et en règle générale, il y a un très très bon pronostic, donc il n'y a pas de souci. Il vaut mieux le faire. Effectivement, s'il n'y a pas de complications de chirurgie, mais là c'est vraiment l'acte opératoire en tant que tel, mais l'acte de retrait d'OCD est entre guillemets assez facile. C'est une petite chirurgie, ça va bien, c'est efficace. Et le pronostic est ultra favorable. Donc, côté franchise, honnêteté, on dit tout. Voilà, je crois qu'il faut être transparent, c'est bien. Hein, je crois qu'aujourd'hui, en tant que cavalier éleveur, pour vous en tant qu'éleveur, c'est rassurant auprès de vos clients, de vos futurs acheteurs. Donc je crois que encore une fois, le bilan, pas les vétérinaires qui vont me contredire à ce niveau-là, c'est important d'avoir justement ce rôle très préventif. Vous êtes très clair là aussi avec vos clients. Ce qu'on va demander à chacun d'entre nous, encore une fois, pour éviter toute contestation, tout problème. Et je crois qu'aujourd'hui, on est de plus en plus vigilant. De toute façon, on est de plus en plus informé. La vocation aussi de cette table ronde, c'est d'être transparent, de ne rien cacher. Alors, si vous avez d'autres questions, elles seront les bienvenues, parce que je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Monsieur Trassard. Bonjour, tout fonctionne. Oui, vous aviez parlé tout à l'heure, j'ai vu votre déroulé, où vous notiez que les selles français, les trotteurs français, les pur sang étaient plus enclins à avoir de l'OCD. Mais quand on lit votre fiche comme ça, on peut croire que tous les WPN, KWPN, SBS et tous les chevaux étrangers en sont exempts. Donc ce serait bien quand même de dire que ce sont les races françaises, effectivement, qui sont les plus enclins à avoir de l'OCD. Mais pour payer tous les étrangers, qui en ont aussi, voire parfois plus, mais mieux soignés et mieux blanchis. Et aussi, je voulais, pendant que j'ai le micro, vous n'avez pas parlé d'alimentation, mais lorsque je parle avec tous les éleveurs qui ont de l'OCD, c'est 30% des poulains ont de l'OCD. Moi, quand je suis arrivé, j'allais opérer mes poulains chez Tom Marienne. Je pense que Laetitia, tu allais là-bas aussi. Je dis à Tom, je ne comprends pas, ça fait 3 fois que je viens s'aider sur 9 poulains. Il me dit, écoute, tu es complètement dans les coups. Avant, j'en avais 1 sur 10. Et il m'a répondu, écoute, tu es dans les clous parce que c'est 30%, 33% de poulains qui ont de l'OCD. Alors, on n'a pas parlé d'alimentation, mais avec tous les éleveurs avec lesquels j'ai discuté, tous ceux qui ont réduit de moitié l'alimentation en concentré ont réduit de moitié l'OCD sur leurs poulains. Et il y a des éleveurs qui ont pratiquement retiré tout concentré sur leurs chevaux. Ils donnent un enrubanné, mais un enrubanné pour chevaux, hein, c'est-à-dire un enrubanné à 80% de sec. Hein. Donc c'est pratiquement du foin, mais c'est quand même de l'enrubanné. À côté de ça, ils rajoutent quand même un bon CMV avec un bon rapport cuivre et magnésium. Et quand on fait comme ça, je pense que là, on rediminue encore l'OCD sur les poulains. Intéressant, hein. Pardon, Alors effectivement, je suis entièrement d'accord sur les 2 points. Il y a une notion entre les races, c'est pas parce que certaines races sont plus prédisposées, c'est d'un point de vue prévalence. Alors c'est toujours des termes très scientifiques. C'est des études sur 100 poulains de SF, de selles français, versus un KWPN ou autre. Enfin voilà, on sait que les selles français, les chevaux de selle sont... Mais c'est un peu plus, mais voilà, il faut le signaler. Ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas, loin de là. Et je suis assez d'accord que les autres sont très bien opérés, très bien... Voilà. Concernant l'alimentation, effectivement, alors c'était pas le sujet d'aujourd'hui parce qu'on pourrait y passer des heures. C'est ultra intéressant et je suis entièrement d'accord que ça rejoint ce qu'on disait sur les ulcères gastriques. Normalement, le cheval reste un herbivore avec du bon fourrage et un bon CMV. On diminue beaucoup de problématiques, que ce soit les OCD, que ce soit les ulcères gastriques et X autres problématiques. Donc, bien gérer l'alimentation et les 4 facteurs, c'est la génétique malgré tout, parce qu'on a le potentiel, l'exercice, ou l'exercice en surexpression, l'alimentation
le diagnostic ou le moment du diagnostic. Mais voilà, c'est tous ces 4 facteurs. Confirmé, hein. Oui, je confirme, hein, je l'avais un peu dit, mais pas assez fort. Il faut éviter les alimentations trop riches en concentré, mais surtout en protéines, parce qu'on apporte beaucoup de protéines par les concentrés. Et l'élevage au près, c'est ce qu'on fait de mieux. On n'a jamais fait mieux que ça. Et éventuellement, dans certaines périodes, notamment en hiver, un petit complément de CMV, l'herbe du printemps, il n'y en a pas besoin, hein. Elle est extra équilibrée et riche en minéraux. Donc c'est comme ça qu'on doit élever, hein. C'est plutôt extensif, avec un exercice régulier et beaucoup de surface. Pour ce qui est de la génétique, c'est compliqué. On connaît bien sa jument, on en parlait tout à l'heure. On sait ce qu'elle produit et si elle produit beaucoup. Les étalons, je m'excuse, mais on n'a pas trop d'informations sur les OCD et on ne diffuse pas trop, quels que soient les pays et quels que soient... Donc là, on a un peu moins d'informations sur la transmission. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé sur le génome exactement tous les gènes. Si, on en a trouvé, mais il y en a 64 au moins. Donc, c'est pas très fin comme... Oui, mais sur des points très précis. Et sur le point des OCD, on ne l'a pas. Certains studbooks étrangers disent l'avoir, mais ils n'ont absolument jamais diffusé leurs travaux scientifiques, donc ils peuvent dire n'importe quoi. En France, on est plutôt transparent, c'est pour ça qu'on dit qu'on a 30% dans le sel français. Essayer de trouver des statistiques dans les studbooks étrangers, c'est assez compliqué. On l'a souvent plus blanc que blanc en France, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais en génétique, on fait beaucoup de travaux de recherche parce que ça nous intéresse. Si on savait sur le génome trouver les points qui déterminent les OCD, on améliorerait la sélection, ou du moins, on pourrait donner l'information à nos étalons et à nos juments et éviter certains croisements. Ben, c'est comme ça qu'on va évoluer, hein. C'est année après année, mois après mois, en tous les cas. Ben, écoutez, merci infiniment. Je pense que ça sera presque le mot de la fin. Je pense que effectivement, les sujets abordés vont donner sujet à conversation et enrichir un petit peu tout cela. C'est un sujet vaste, en tous les cas suffisamment intéressant pour pouvoir le traiter. Laetitia, bonne continuation, parce que c'est vous maintenant que l'on va regarder avec beaucoup d'attention, avec vos chevaux. Continuez encore une fois, puisque vous êtes en tant qu'éleveur et puis cavalière, à vivre cette belle passion. Merci Boehringer Ingelheim pour ces équi-rencontres qui nous auront permis de vivre avec vous cette deuxième édition. Cher docteur au pluriel, merci beaucoup.